Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 5 mars 2025. Alors, avec nos invités ce matin, nous allons encore une fois, comme chaque matin, sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, analyser, décortiquer, commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières lorsque c'est nécessaire. Alors aujourd'hui, vous aurez les analyses commentaires de Christian Moleka face à Confiance Kiawete. Alors, Joël Kadé va également nous rejoindre dans ce plateau de kiosque. Merci de nous suivre. Alors, nous allons parler ce matin de l'indignation du ministre, de la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, le secteur de l'éducation de la République démocratique du Congo, négativement envahi par la guerre du côté des zones occupées par le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Il a déploré cette situation lors du briefing presse co-animé hier avec son collègue de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Raissa Malou a déploré le fait que 6594 écoles soient fermées et puis plus d'1 million d'enfants sont sortis du circuit scolaire et ils envisagent l'intégration face à cette situation du système éducatif dans le nord et sud Kivu. La RDC veut réadapter son système éducatif pour faire bénéficier aux enfants dans les zones en conflit de l'éducation afin d'éviter de perdre leurs compétences. Nous allons parler avec nos invité. Et puis, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, décide de recourir à la patrouille financière de l'IGF pour booster l'économie. Nous allons en parler avec nos invités. Quel est le bilan des patrouilles précédentes? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette décision? Nous allons en parler. Puis, autre sujet, c'est la sortie médiatique de l'ancien président, le sénateur à vie, Joseph Kabila, qui, dans une interview à la presse namibienne, il s'est dit favorable au retrait de troupes étrangères du sol congolais. Quid de ces sorties médiatiques de l'ancien président Joseph Kabila? Nous allons parler avec nos invités. Et puis, si le temps nous permet, nous allons également parler de l'Allemagne après les États-Unis, le Canada. L'Allemagne gèle ses nouveaux engagements financiers envers le Rwanda. Est-ce un signal fort? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faudrait des sanctions? Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Merci de nous suivre. Confiance Kiawete. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Gisèle, je vous souhaite également bon retour. Et vaut mieux tard que jamais. Je vous présente mes très sincères condoléances. Aussi mes salutations à tous les téléspectateurs et auditeurs de kiosque. Je salue également mon confrère avec qui nous allons partager le même plateau. Madame Gisèle, je voudrais dès l'entame ici saluer les travaux qui s'effectuent actuellement au niveau du rond-point Yolo médical. C'est d'ailleurs ici que j'avais interpellé le ministre des infrastructures et j'ai constaté qu'il y a des travaux qui sont effectués actuellement là. Mais il y a un problème encore, son excellence monsieur le ministre, c'est que au niveau de l'avenue Mombele, il y a une route là en construction, mais malheureusement les travaux ont été interrompus. Ça fait beaucoup de temps que rien ne s'est fait et la population est en train de se demander mais qu'est-ce qui se passe? Lors de la pluie d'hier là, il y a eu de l'inondation la mauvaise état de la route a causé un peu de l'inondation. Ici, je voudrais assez que son excellence, monsieur le ministre provincial des infrastructures, essaie un peu de voir cette question-là et la régler le plus vite que possible, ce sera préférable. Merci, Confiance. Le problème de route, c'est sérieux dans la capitale. Alors, Christian Moleka, bonjour. Bonjour, merci en tout cas de m'inviter à nouveau sur ce plateau de kiosque. Je profite également de l'opportunité pour vous adresser également mes condoléances. Je prends à peine l'information,
mais également profiter de votre micro pour voilà, de vous souhaiter mon début de carême à tous les catholiques aujourd'hui en RDC et dans le monde, avec le Mercredi des Cendres aujourd'hui. Ok. Alors, je commence avec vous, Christian Moleka. C'est l'indignation de la ministre de l'Éducation, Raissa Malou, face à la dégradation du secteur éducatif, dans la partie qui est occupée par les rebelles du 23 soutenus par le Rwanda, et le gouvernement a pris certaines décisions face à cela pour que les élèves continuent à étudier. Alors, d'abord, votre réaction par rapport à cette indignation? Bon, ça peut se comprendre. Nous sommes dans une, je dirais, une configuration qui est très dramatique. Hein. Peut-être de loin, les gens ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Le Congo a déjà atteint le record de plus de 7 millions de déplacés internes. C'est un record mondial. De plus de 7 millions de déplacés à l'intérieur d'un même pays. On parle même de 7 millions 3. Ça, c'était encore les chiffres de décembre 2024. Donc, si vous prenez les événements de janvier et de février, on va peut-être atteindre probablement d'ici là le 8 millions de déplacés internes. Nous avons plus d'1 million de réfugiés en Afrique, c'est-à-dire des Congolais qui ont fui le pays, qui sont à l'étranger, ils sont plus d'1 million. La situation sanitaire est très très dramatique. Après le combat, tous les corps qui ont circulé dans la rue, il y a des risques de résurgence d'épidémies. Et dans tout ça, il y a cette problématique scolaire qui se pose, parce que le ministre a donné des chiffres, 6 000 écoles qui ne sont pas en condition d'accepter les enfants. Mais il y a également le fait que les enseignants ne sont pas payés, que les agents publics de ces provinces-là ne reçoivent pas pour l'instant leur rémunération. Et qui fait qu'il y a des forts risques que beaucoup d'enfants soit quittent le suivi scolaire, soit que l'année scolaire ne se passe pas dans les bonnes conditions. Il faut quand même rappeler qu'en début d'année scolaire, nous avions perdu pratiquement 1 mois et demi en grève sur l'ensemble de la République. Et qu'aujourd'hui, cette guerre va probablement impacter le calendrier scolaire dans ces régions-là. Et donc c'est une indignation tout à fait légitime, qui tient compte de l'évolution de la situation, mais qui en même temps donne le sentiment je dirais, d'un constat, mais qui doit nous amener plus loin. Il faut que nous sortions du constat et que nous passions notamment à l'acte. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour garantir l'accès à l'école aux enfants? Comment maintenir dans ces conditions d'hostilité un retour d'enfants en milieu scolaire, sachant qu'il y a un nombre de déplacés internes? C'est des questions qui n'ont pas de réponse dans un contexte où ces zones sont occupées par des forces qui ne répondent pas de l'autorité de Kinshasa. Donc il y a des questions qui n'auront pas de réponse. Mais le constat, il est vrai, malheureusement. Il y a un nombre de déplacés internes et l'incidence de la guerre dans beaucoup de secteurs, dont l'éducation, la santé publique, l'emploi dans toute la partie est de notre pays. Alors, par rapport à la décision qu'a pris le gouvernement, qui va mettre en place un dispositif multimodal pouvant inclure notamment l'enseignement à distance des élèves, la décision, elle est bonne? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien savoir qu'est-ce que l'on entend par dispositif multimodal. Aujourd'hui, il y a, dans son secteur, il peut réfléchir sur comment faire, mais concrètement, il s'agit de quoi? Parce que il y a des écoles qui ont été bombardées, qu'il faut réhabiliter. S'il n'y a pas d'école, est-ce qu'on va remplacer par quoi? Par le numérique? Est-ce qu'on a suffisamment à distance. Oui, mais comment? Par le numérique. Est-ce qu'on a suffisamment de capacités à donner aux enfants l'accès au numérique, notamment Internet? Vous savez, aujourd'hui à Goma, la priorité c'est quoi? C'est accéder à l'argent. J'ai parlé hier avec quelqu'un qui est de là-bas, qui m'explique que si vous allez retirer les mobile banking, le mobile money aujourd'hui à Goma, eh bien, si vous devez retirer 150 000 francs, on vous prend 50 000 francs, voire 30 000 francs sur le montant retiré auprès des opérateurs. Parce qu'eux aussi ne peuvent pas accéder aux liquidités. Les banques sont fermées. Il y a des gens qui ont de l'argent en banque, mais qui ne peuvent pas déjà accéder à l'argent à la banque. Il y a des questions sur lesquelles, c'est vrai, c'est bien d'imaginer comme ministre des solutions, mais la faisabilité dans le contexte actuel est très très compliquée. Moi, je me demande, déjà, il faut saisir les enfants en question. Comment on va les saisir en termes de nombre? Ensuite, comment on va mettre en place ces modalités numériques? On comprend bien qu'il a la volonté de faire quelque chose dans son secteur, mais le contexte ne lui sera pas favorable et c'est très compliqué. Alors, vous proposez quoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils perdre leurs compétences, comme elle l'a dit. Mais déjà, il faut travailler à rouvrir la couloir humanitaire, à permettre aujourd'hui un accès à des besoins de base. Il faudrait travailler à ramener la paix dans le délai le plus court, à recouvrir l'autorité de l'État dans ces zones-là, pour que ces mesures soient prises. Parce que tant qu'on ne va pas travailler à recouvrir l'autorité de l'État sur ces zones-là à court terme, ce sera difficile de prendre des mesures à distance. Il faut que l'autorité de l'État soit recouverte sur ces zones-là
que la paix soit ramenée pour que ces mesures soient prises. C'est la vérité, c'est l'évidence même. Maintenant, à court terme, l'État peut garantir la continuité, notamment à travers le paiement des agents. Et j'ai apprécié le fait que le ministre a dit que le gouvernement allait travailler à garantir le paiement des agents qui sont là-bas pour qu'un service minimum soit maintenu, quitte à reprendre plus tard les initiatives pour répondre les enfants qui sont sortis du circuit. Alors, confiance. Quel est votre point de vue par rapport à cette situation et la décision qu'a pris le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation? Merci beaucoup, madame. Moi, je pense que c'est même l'éducation. Nous sommes ici parce que nous avons quand même été éduqués. Nous avons été à l'école. On a appris, on a été formés, raison pour laquelle nous sommes là. Je crois qu'il y a un problème, c'est un problème qui est très sérieux. C'est l'éducation est aujourd'hui touchée. L'éducation de nos enfants, l'éducation de nos petits frères, petites sœurs, j'en passe. Pourquoi cela est arrivé? Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a déjà un problème d'accessibilité des enfants à l'école, parce qu'il y a pratiquement les zones occupées, la sécurité n'est vraiment pas garantie, avec tout ce que nous voyons, avec les abus qui s'effectuent dans les zones occupées. Moi, je pense, ici, je voudrais que le gouvernement prenne déjà des dispositions pour les zones qui ne sont pas encore occupées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mon confrère ici, Christian l'a dit, l'a bien dit, il a essayé de l'expliquer clairement, la difficulté que le gouvernement ou que nos autorités auront pour pratiquement mettre à l'œuvre ou exécuter les décisions prises. Moi, je pense, il faut voir maintenant les zones qui ne sont pas encore occupées. Prendre des dispositions pour que pareille situation n'y arrive plus. Comment ça veut dire que vous voyez déjà l'occupation des autres zones? Mais on doit prévenir. On doit prévenir. Le gouvernement, nos autorités doivent prévenir. Ce qui est arrivé à Goma peut arriver partout. Il est question de prendre des dispositions pour que l'ennemi n'atteigne pas les zones qui ne sont pas encore occupées. On doit privilégier l'éducation. Maintenant, il faut voir, il faut déjà penser à récupérer pratiquement les zones occupées. Moi, je pense que la solution viendra de là. Parce que si on récupère les zones occupées, pratiquement, la situation sera sous contrôle. Les enfants retourneront à l'école comme avant. Et tout reviendra pratiquement à la normale. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut penser de l'éducation, par exemple, et de l'enseignement à distance, ouais. Ça demande encore d'autres choses. Il y a beaucoup de préalables, beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais est-ce que réellement, dans un milieu où l'on ne contrôle pas, est-ce que, premièrement, il faut se poser la question s'il faut utiliser, par exemple, l'Internet. Est-ce que la connexion Internet, l'accès à l'Internet est facile à Goma? Ou alors, est-ce que ça demande, parce que pour utiliser l'Internet, ça a aussi un coût, ça nécessite des moyens. Mais il faut voir. Mais si réellement la population qui vit là-bas, avec tout ce que l'on voit, avec la situation économique qui est presque, je dirais, chaotique là-bas, est-ce qu'un parent aura la possibilité de mettre à la disposition de son enfant l'Internet pour qu'il puisse prendre cet enseignement là en direct, mais aussi les formateurs, est-ce qu'ils ont pris de dispositions pour que le formateur puisse aussi être rémunéré? Mais si on a fait cette proposition, c'est que tout a déjà été mis en place. Oui, mais c'est ce que je dis. En fait, ici, j'essaye seulement d'interpeller les autorités, pratiquement, Madame la ministre, pour dire qu'il doit prendre toutes les précautions, il doit prendre toutes les dispositions pour que la mesure soit réellement appliquée. Sinon, on restera que dans les discours, on restera que dans les écrits. Sur le plan pratique, il n'y aura rien. Mais entre-temps, il faut déjà prendre de prévention, prendre des dispositions pour les zones qui ne sont pas encore occupées et que ces zones-là ne puissent pas aussi dans l'avenir être occupées et que les enfants puissent avoir l'accès à l'éducation. Voilà. Merci, confiance. Peut-être pour compléter, en fait, il y a des déplacés, ceux qui ont fui Goma pour Bukavu, puis certains qui ont fui pour Uvira. Il y a des cas des Congolais qui sont réfugiés dans les pays voisins. Donc il y a moyen, par exemple, de faire un travail par étapes, à savoir les déplacés d'Uvira. Ensuite, ceux qui sont dans les régions périphériques plutôt de Bukavu et de Goma, les réfugiés dans les pays voisins, puisqu'on a également d'enfants qui ont fui dans les pays voisins, que l'on peut commencer à rattraper avant d'aller vers les zones occupées, parce que de mon point de vue, il sera très difficile de mettre en œuvre ces mesures dans les milieux zones. Ah non, c'est plus facile les gens qui ont fui, les
les réfugiés. Accessible, je dirais. C'est plus accessible d'identifier nos réfugiés dans les pays voisins, notamment au Burundi, d'identifier les enfants qui sont sortis du système scolaire pour mettre en place un système dans ces pays-là, c'est possible. C'est possible d'identifier les ménages qui ont fui, qui sont au Vira ou qui sont allés plus loin qu'au Vira, qu'on peut rattraper les enfants, c'est possible de le faire. Mais aujourd'hui, à Goma, ce serait très difficile, tenant compte de la contingence. Merci Christian Moleka. Magardi Diana nous rejoint dans ce plateau. Vous entrez directement. Bonjour tout d'abord. Bonjour madame, vous entrez directement. À mon co-débatteur. Merci pour l'invitation. Ok, vous entrez directement dans le sujet avec la dégradation du système éducatif dans le Nord et Sud Kivu. L'indignation exprimée par la ministre de l'Éducation lors du briefing hier avec son collègue de la communication et médias. Il a fait part de 1483 écoles fermées dans le Nord et Sud Kivu, 35 détruites. Il a parlé également plus d'un million d'enfants qui sont sortis du circuit scolaire et ils envisagent la mise en place de l'éducation à distance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que c'est une alternative, mais qui ne saura pas prendre en compte l'ensemble des élèves qui sont sortis du système éducatif. Mais c'est vrai, on parle de l'accessibilité. Moi, je pense plutôt le souci de contrôle. Il est difficile de pouvoir contrôler l'organisation de la formation dans les zones occupées comme Goma et Sud Kivu. Mais la vérité, c'est que l'accessibilité, on a toujours... Vous savez, quand on parle du taux de pénétration en Internet de 20%, Goma, Sud Kivu sont des zones hyper connectées où il y a possibilité. Mais moi, je pense que c'est vrai, c'est bien de tenter comme ça. On parle de l'enseignement à distance pour le déplacer. Moi, j'ai toujours eu un point de vue différent. Là où il y a les déplacés dans les camps, les élèves se déplacent avec les enseignants. Tout dépend de l'organisation interne pour pouvoir voir comment maintenir la flamme et permettre à ce que les enseignants, dans un strict minimum, de pouvoir, dans ces centres de camps, occuper les enfants différemment. Il est possible que dans les camps des déplacés, qu'on organise le système d'enseignement parce que les élèves ne se déplacent pas seuls. Les enseignants sont là et ces enseignants-là, aujourd'hui, avec la mécanisation, c'est vrai que l'accès aux banques sont difficiles. Peut-être pour ceux qui sont en interne, mais pour ceux qui se sont déplacés, peuvent facilement faire quelques kilomètres pour récupérer leur pays. Donc, il y a moyen de pouvoir organiser. Mais moi, dans la proposition de la ministre d'État, je ne pense pas qu'elle a d'autres solutions, en dehors de cette solution-là, mais croire que quand cette situation va finir, on pourrait retrouver à la normale, c'est difficile. Moi, je sais toujours que parmi les faits corrélats de la guerre, les écoles, généralement, ont toujours servi de base, de zone d'occupation, des résidences pour les rebelles. Et je pense même que ce sont en fait, des espaces le plus touchés pendant les périodes des guerres. Et la seule responsabilité maintenant, c'est de pouvoir voir à la limite du possible comment identifier. Je pense qu'ici, il faut aller dans une approche quantitative, essayer de savoir quels sont les enfants qu'on peut atteindre à la limite près, voir comment organiser. Mais une autre solution que la ministre a proposée, que vous n'avez pas évoquée, c'est justement le système d'enseignement à distance préenregistré. Ça veut dire que le système, par exemple, le cours de géographie, par exemple, pour le 2 trimestres, préenregistré, mis en ligne, où les élèves peuvent, à leur propre rythme, continuer à suivre pour ne pas perdre le pas, tout en espérant que dans les jours à venir, la situation retournera à la normale et qu'ils ne soient pas en retard par rapport à ceux qui continuent à étudier convenablement. Alors là, c'est plus pour les élèves qui sont... dans les zones occupées. Dans les zones occupées. Oui. Là, dans les zones occupées, on peut faire un système de préenregistrement de cours où chacun, sur des plateformes, peut aller, parce que je vous ai dit, quoi que l'on dise, Goma, Bukavu sont des zones hyper connectées. Ils peuvent, avec l'organisation des parents là où ils sont, s'ils le peuvent. Je sais qu'on ne pourra pas voir tout le monde, mais à la limite, une grande partie qui peuvent facilement établir un calendrier pour que progressivement ils suivent leurs cours pour ne pas se mettre en retard par rapport aux autres. La difficulté sera quand viendra le moment des épreuves certificatives, si la situation ne change pas, ça sera également à l'État par le même mécanisme trouvera comment faire intervenir ces enfants dans les épreuves évaluatives et voir à la limite du possible comment le côté. Donc, pour moi, en matière d'enseignement avec la technologie aujourd'hui, il est possible de pouvoir réduire sensiblement la perte des élèves dans le système éducatif. Tout dépendra maintenant de l'efficacité de la mesure et du sérieux qu'on pourra mettre dans la gestion de ces questions-là. Mais le plus important, c'est l'identification au départ, essayer de savoir, c'est fixer le target, combien on veut atteindre, parce que dans les 1 million, quand on a un système de plus de 6 millions, le 1 million, il est possible, par exemple, pour ceux des déplacés, moi je pense qu'en présentiel, c'est possible d'organiser les choses, mais ceux qui sont dans des zones occupées, obligés d'utiliser l'enseignement à distance pour pouvoir les atteindre. C'est-à-dire que ça peut aller, ça peut marcher. Ça peut marcher.
Ok, merci. Alors, nous prenons un autre sujet, Christian Moleka, c'est les sanctions. Sanctions contre le Rwanda. On peut dire que le Rwanda est submergé des sanctions après Canada, Belgique. Et aujourd'hui, on parle de l'Allemagne qui gèle ses nouveaux engagements financiers envers le Rwanda. Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire diplomatique de Félix Tshisekedi? Bon, il faut quand même dire qu'il y a une perception positive aujourd'hui, une compréhension plus positive de l'enjeu au Congo, et qui se manifeste par une évolution des positions. Certains États clés comme la Grande-Bretagne, les États-Unis ont pratiquement changé leur position, la Chine également, sur la question congolaise. Une petite victoire, oui, mais est-ce que ça répond aux attentes? Non. Petite victoire diplomatique, oui, mais ça sert à quoi? Ça sert à exercer une forme de pression sur Kigali pour nous ramener à la table de négociation. Et donc c'est un petit pas dans un long processus. C'est ça le but. Oui, c'est ça le but des sanctions. On fait pression, mais on fait la faire pression pour nous ramener sur un processus négocié. Il faut bien lire les communiqués. Le but des sanctions, c'est de nous ramener dans un processus négocié parce qu'il n'y a pas de solution militaire à la guerre. Il faut bien lire les communiqués tels qu'ils sont publiés. Et donc, le but des pressions, c'est exercer suffisamment des sanctions, c'est exercer suffisamment de pression sur le pays comme le Rwanda pour le ramener sur le processus de paix, qu'il s'agisse du processus de Luanda ou de Nairobi ou le processus combiné tel qu'elle propose l'EAC SADC. Mais pour nous, en tant que Congolais, c'est des solutions à minima. Parce que tant qu'il n'y aura pas suffisamment de pression pour faire évoluer sur le terrain, eh bien, nous sommes dans une forme de léthargie qui ne nous est pas favorable. Parce que les jours passent et l'incidence sur le terrain de ces décisions-là ne se font pas sentir. Hier, les combats se sont dirigés vers Mwenga. Et donc, il y a lieu de constater certes cette évolution-là, diplomatique, mais le tempo diplomatique ne correspond pas au tempo sur le terrain. Et ce dont les Congolais doivent plutôt attendre, c'est de voir le tempo sur le terrain que donnera cette dynamique diplomatique-là. Et donc il faut maintenir la pression, mais il faut davantage travailler pour que cette pression produise des effets sur le terrain. Sinon, on restera dans une forme d'endormissement, où nous allons nous réjouir des sanctions, mais qui n'impacteront pas la réalité sur le terrain, malheureusement. Confiance. Est-ce que c'est un signal fort ou c'est une forme d'endormissement, qu'on vient de dire Christian Moleka? Moi, je pense que ce n'est vraiment pas un signal fort parce que sur terrain, on n'a pas, cela n'impacte pas. Sur terrain, Goma et Bukavu est toujours occupé. Sur le terrain, toutes les zones qui ont été occupées sont toujours occupées. Moi, je pense, nous, de notre côté, j'interpelle ici nos autorités, la solution ne viendra que des Congolais. La solution ne viendra pas de toutes ces sanctions que nous attendons. Moi, je me dis, ça fait plus d'une semaine qu'on a entendu ces sanctions-là. Mais sur terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on n'a pas eu de résultat. Et la question que je me posais, c'est celle de savoir, sanctions sans résultat, à quoi sert? Pratiquement, moi je trouve que ça ne sert presque à rien. Parce que c'est la poudre aux yeux. Mais oui, parce que sur terrain, on a tout à l'heure ici évoqué la question de l'éducation. Pourquoi on a évoqué cette question? C'est parce que nos terres ou les zones là sont pratiquement occupées. Mais aujourd'hui, ils ont sanctionné, oui, la communauté internationale. Nous attendons, je dis, pays par pays, organisation par organisation, ne fait que sanctionner les Rwandais. Ils ont sanctionné même quelques personnalités rwandaises, mais sur terrain, il n'y a rien. Sur terrain, Goma est toujours occupé. Sur terrain, Bukavu est toujours occupé. Sur terrain, Bunagana est toujours occupé. Sur terrain, Jean Passa qui est toujours occupé. Toutes ces zones sont toujours occupées. Moi, je pense, je serais personnellement dans ma peau de compatriote, dans ma peau plutôt de patriote, je serais heureux le jour où j'apprendrai que les zones qui ont été occupées, les forces négatives ont pratiquement libéré notre pays et sont partis. Voilà ici, moi je voudrais interpeller les autorités de mettre en place pratiquement de stratégies énormes, ne pas compter à la communauté internationale. Nous devons compter à nous-mêmes parce que c'est notre terre. Cette communauté internationale ne va pas quand même nous donner la solution. Voilà ce que je peux dire, madame, concernant ces deux sanctions. Alors, Mike Gardidian, alors qu'est-ce qui fait que malgré ces sanctions, malgré ces gels des engagements, de biens, donc la pression de la communauté internationale, le Rwanda ne recule pas? Quand vous me dites que le Rwanda ne recule pas,
C'est-à-dire que la situation est la même sur le terrain. Non, mais justement, vous parlez du Rwanda, vous parlez... Allons-y progressivement. Quand vous dites que la situation ne recule pas, je ne sais pas comprendre ce que vous dites. Il vous souviendrait que depuis un certain nombre, depuis les sanctions, l'évolution du corridor militaire de M23 a ralenti un tout petit peu. Parce que quand vous voulez connaître le rôle des sanctions, c'est au-delà, dans le contexte congolais, c'est vrai que le prisme mondial, c'est qu'on ne pourra pas résoudre ce problème par la guerre. Et qu'il faut trouver un terrain d'entente, il faut trouver des portes de sortie pour les uns et les autres, et trouver un terrain d'entente par une négociation et des accords. Mais les sanctions aujourd'hui, le problème avec nous, c'est qu'on est dans le faste. Il y a eu une guerre, certes, il faut dire la vérité, c'est que la situation sur le terrain reste en tant que telle, parce que depuis le départ, je l'ai dit depuis des années sur ces plateaux, Kinshasa, dans la résolution de cette guerre, est resté exclusivement sur les approches diplomatiques. Kinshasa n'est pas dans l'approche militaire. Ça, c'est une vérité de fait. Commencez par comprendre quelle est l'orientation de l'État pour savoir pourquoi. Kinshasa, je ne sais pas, est-ce qu'on sait que cette guerre-là, de cette manière-là, on ne pourra pas arriver jusqu'au bout, on pense aux pertes, mais Kinshasa, depuis toujours dans cette dynamique, est concentré sur des résolutions pacifiques et sur l'approche diplomatique, particulièrement sur le terrain, il n'y a rien. Tout ce qui se passe là, recrutement dans l'armée, tout ça, ça n'a rien à voir avec... Le terrain, ouais. Kinshasa est dans la résistance. Mais même cette résistance-là... Pas de l'attaque. Cette résistance, il vous souviendrez que quand on est arrivé, Bukavu est tombé, il n'y avait pas de combat. Pas plus tard qu'il y a 48 heures. Les éléments Ouazalendo ont tenté de pouvoir lancer une attaque sur la ville de Bukavu. Quelle a été l'orientation de la société? C'est vrai, on parle de la société civile en interne, mais moi je pense qu'il y a quand même eu une orientation aussi politique, se dire, est-ce nécessaire de pouvoir engager un combat en plein centre-ville? Est-ce que vous maîtriserez l'ampleur du dégât? Mais là n'est pas le problème. Le bonheur et l'avantage des sanctions, c'est quoi? Parce que depuis toujours, on est dans une sorte de supercherie. Aujourd'hui, la question de la RDC est vue différemment. Aujourd'hui, des manières, je dirais implicites, cette communauté internationale, petit à petit, commence à reconnaître un peu le fait des guerres qui se déroulent chez nous. Citez-moi une seule fois en 30 ans où il y a eu des sanctions d'ordre économique, généralement, et de manière directe sur le Rwanda. Il n'y en a jamais eu. Et là où je vous dis qu'il y a incidence, l'incidence, c'est quoi? On est dans une économie de guerre. Le Rwanda est un État qui dépend à près de 60% de l'aide au développement et de l'aide militaire venue de l'extérieur. Si le Rwanda aujourd'hui, avec ses principaux bailleurs de fonds, est en porte-à-faux, le Rwanda qui constituerait le corridor pour pouvoir alimenter la guerre, si économiquement ils sont fragilisés, je dis bien fragilisés parce que je sais aussi que les zones occupées sont des zones hautement riches, mais il y a un problème. La richesse réside dans le matière stratégique. Or, le matière stratégique, il faut un marché pour pouvoir les commercialiser, pour pouvoir se faire de l'argent. Si les gens qui constituent le principal marché ne peuvent plus aller dans le sens de pouvoir alimenter cette économie-là, c'est une façon de pouvoir atteindre la guerre. Mais Molek a dit que l'objectif, c'est... Non, mais ça, c'est le dialogue, se mettre sur une table. Oui. Ça, c'est un peu une forme de poudre aux yeux pour apaiser, pousser la RDC à aller au dialogue. Il ne vous a pas dit c'est de la poudre aux yeux. Non, mais je réfléchis de la sorte. Non, mais vous ne réfléchissez pas sur le propos de quelqu'un. Il vous dit c'est une stratégie pour vous pousser autour de la table. Oui. C'est un instrument des diplomaties internationales. Pourquoi? On s'est rendu compte que le Rwanda bénéficiait de beaucoup de soutien, mais que généralement, ces derniers refusent de retourner autour d'une table et que les conséquences commencent à devenir énormes. En tant que redresseur de tort, c'est toucher à la capacité des nuisances de l'autre pour lui dire « arrête-toi là, maintenant là, retourne autour d'une table ». Mais il n'arrête pas. C'est-à-dire, arrête-toi là, c'est-à-dire quitter Goma, quitter Bukavu, quitter Bunagana. Et puis là, on peut parler de la victoire. Vous êtes beaucoup trop naïf. Oh, comment ça? Non, en fait... Non, mais parce que c'est ça, le Moleka. Permettez-moi, non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça, madame. Ça, vous réfléchissez comme une bagarre à la maison. Il y a votre fils aîné qui non, mais la guerre a trop duré. 30 ans, c'est trop, comme disaient même les autorités. On va arrêter les émotions. Maintenant, on va expliquer aux Congolais la réalité. Oui, expliquer. La communauté internationale ne viendra pas pour vous dire, allez, s'arrête, allez, retirez-vous de Goma. C'est-à-dire, on est en face... Il faut. Oui, parce que ça a trop duré. Vous êtes trop naïf. Vous êtes trop naïf. La question, c'est que comment ils en sont arrivés à ces niveaux-là pour que finalement, comme ça, on dit, allez, retirez-vous, ils se retirent. Vous savez ce que ça impliquerait sur le plan de droit international? Je vous donne un exemple.
vous tuez à Goma, et que je viens, je donne un mot d'ordre, vous vous retirez, tout redevient à la normale. La responsabilité change. Est-ce que vous savez que sur le champ, on pourrait facilement dire, dans ce cas, s'ils étaient capables de vous écouter, ça veut dire que le plus grand responsable, c'est vous. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait après? En matière de droit international, les responsabilités vont être partagées et il y a des implications énormes. Le problème ici, c'est qu'on est en face d'une guerre. La notion de la guerre, c'est qu'ils nous revendiquent des choses. Ils se sont servis des Congolais en interne pour mettre sur la place publique des revendications d'ordre politique. Mais maintenant, le problème, c'est que cette guerre a pris d'autres ramifications. Par exemple, Corneille Nangaa veut faire évoluer la question de la guerre pour vous dire renverser un régime. On sait qu'il n'est pas seul, il y a d'autres acteurs politiques derrière qui soutiennent, il suffit de suivre des déclarations. C'est-à-dire cette guerre-là a plusieurs têtes. Aujourd'hui, le besoin de la communauté internationale, depuis toujours, je vous le dis, quand on disait à Kinshasa que vous ne pouvez pas combattre les M23 parce qu'ils sont militairement plus garnis que même la force des Nations Unies. Regardez, c'est que la MONUSCO. Ce sont des éléments de dissuasion pour vous empêcher de prendre la tangente des guerres. L'idée de négocier est l'idée que le monde partage. Personne ne veut voir ces escalades-là. Et curieusement, pour votre info, si la situation est arrivée à ces niveaux-là, dans l'approche militaire, c'est parce que Kinshasa est resté inflexible sur les orientations des uns et des autres. Et puisque on était dans un contexte de guerre, il fallait faire fléchir Kinshasa. Bien évidemment, il faut gagner du terrain, il faut faire évoluer la situation militaire pour obliger Kinshasa, le contraindre à revenir sur la table. On se rend compte que Kinshasa reste droit sur ses bottes. C'est ce qui fait que, militairement, il y a évolution pour finalement faire pourrir l'affaire. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que la vérité, là où je vais arriver dans les émotions pour chaque Congolais, il est difficile de pouvoir penser gagner cette situation que sur l'approche diplomatique. C'est que sur terrain, il faudra qu'il y ait des mécanismes. Sur terrain, il faudra qu'il y ait des politiques d'anticipation. Il ne faudra pas qu'on regarde naïvement et on se contente de l'implication de cette communauté internationale. Parce que on veut bien les sanctions, oui, c'est pour stopper cette économie qui alimente la guerre, ok. Mais ça veut dire que par effet d'inertie, ça durera encore longtemps. Et pendant ce temps, on est perdant. Et aussi, puisque Kinshasa est dans l'option de pouvoir aller négocier, croyez-moi, maintenant là, toute initiative militaire, maintenant, je vous donne un exemple, puisque vous aimez les histoires, je vais vous les dire. En 2012, quand on nous a dit qu'on a défait le M23, ça a été précédé par des accords. Ok. Alors, Madame, merci. Christian Moleka. Oui, je crois qu'il y a peut-être une contre-vérité dans ce qu'a dit Maïga Diana, c'est que le Rwanda a subi des sanctions en 2012 et 2013. Des sanctions de l'Union européenne, de pays comme l'Allemagne, des États-Unis. Et c'est d'ailleurs ces sanctions-là qui ont également à l'époque déjà poussé le Rwanda à revoir sa stratégie au Congo. Mais ce volet diplomatique s'est accompagné également d'un volet militaire important avec les victoires sur terrain, notamment la bataille de Tchanzu, avec le fameux Mamadou Ndala que tout le monde connaît. Et donc, il y a un tempo diplomatique, je le répète encore, qui fait qu'on passera forcément de gel de financement aujourd'hui à des sanctions ciblées. On l'a commencé, peut-être qu'on va l'alourdir. Ensuite, de gel des déplacements de certaines personnes qui seront blacklistées, puis peut-être simplement qu'on pourra finir à une offensive militaire. Or, l'état diplomatique, il est long. Il est très long, l'état diplomatique. Et malheureusement, sur le terrain, ce temps-là favorisera l'inertie. Et c'est au Congo de faire de la pression pour que le temps diplomatique long ne favorise pas une forme de gel des conflits qui nous est préjudiciable. En même temps, c'est la posture de Kinshasa, et là je rejoins Mike Diana, c'est la posture parfois vente en guerre que nous avons construit en 2023 dans un contexte électoral bien particulier, qui a fermé la porte à des possibilités diplomatiques. Aujourd'hui, ce dont on entend de Kinshasa, c'est des gestes forts en termes d'ouverture, en termes de cohésion, mais également en termes de capacité à dialoguer avec les différentes parties prenantes. Et je crois que c'est Kinshasa également qui a une partie de la réponse. Il ne faut pas simplement voir la communauté internationale, il faut également voir qu'est-ce que Kinshasa met dans la partie de son côté pour accompagner cette dynamique-là. Autant on attend d'autres acteurs, le gel des avancées militaires, le retrait et l'ouverture de négociations, autant Kinshasa devra de son côté lancer de signes de flexibilité, d'ouverture, qui doivent dépasser la formation d'un gouvernement à minima, et qui permettent de dialoguer. Tout le monde revient sur la nécessité de dialoguer. À l'interne. À l'interne d'abord, puis au niveau des différentes parties prenantes. La grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est l'interprétation par chaque partie de qu'est-ce qu'il faut entendre par dialogue. Là où certains parlent de dialogue direct avec l'M23, Kinshasa répond
dialogue via le processus Nairobi. C'est cette interprétation qui aujourd'hui est sujette à discussion. Mais le principe est acté, il faut dialoguer avec les différentes parties prenantes, y compris en interne. Et ce n'est qu'au terme de cela qu'on va peut-être avoir une solution plus durable qui dépasse uniquement les sanctions proposées par le Conseil de sécurité. Partie prenante, c'est-à-dire même avec le M23, que Kinshasa refuse, il faut y aller. Kinshasa refuse un dialogue direct avec le M23. Ouais. Kinshasa veut un dialogue dans les cas du processus Nairobi. Je crois que c'est à ce niveau-là que se pose le débat d'interprétation. Mais Kinshasa a déjà levé l'option de dialoguer. Le problème, c'est dans quel format ce dialogue va se mettre en œuvre. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le sommet qui devait se tenir le week-end passé, qui aurait pu permettre d'avoir une feuille de route plus claire. Et donc, à ce jour, nous restons encore dans cette confusion sur le format du dialogue à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on tourne en rond et la finalité, c'est le dialogue. Mais c'est le dialogue, tout le monde nous dit qu'il n'y a pas de solution militaire. Le mot qui est utilisé, c'est des solutions négociées. Il faut une solution négociée. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de solutions négociées, en interne, il faut créer les conditions de la cohésion. Au niveau régional, il faut créer les conditions de dialogue. Nous sommes en train de dialoguer avec le Rwanda via le processus de Luanda. C'est un processus de dialogue bilatéral. Puis il y a un processus multilatéral qui s'est mis en place avec Nairobi, qui est arrêté. Et à ce jour, comme je le dis, le grand problème, c'est au niveau de l'interprétation de ce qu'il faut mettre dans dialogue avec le 1-23 pour Kinshasa qui reste dans le cadre du processus de Nairobi. Merci. Alors, toujours par rapport à cette situation à l'est de la République démocratique du Congo, l'ancien chef d'État, Joseph Kabila, qui multiplie ses sorties médiatiques, il a eu une interview avec la presse namibienne et parmi le point évoqué, il s'est dit favorable au retrait des troupes étrangères du sol congolais. Confiance. Moi, je l'avais déjà dit, ou je l'ai déjà dit dans le passé. Parce que toutes ces troupes sont venues dans notre pays. Qu'est-ce que cela a apporté? Ça n'a rien apporté. Ça n'a pas apporté ce qu'on voulait. Parce qu'au départ, nous, on voulait à ce que toutes les forces négatives puissent pratiquement quitter notre sol, que les armes se taisent. Mais malheureusement, toutes ces troupes-là ont défilé ici dans notre pays. Ils sont venus, ils sont là à l'est, ils sont là à l'est. Mais qu'est-ce que cela a apporté? Ça n'a rien apporté. Les forces négatives continuent toujours à intensifier un peu les offensives. Et aujourd'hui, nous avons quand même une partie considérable de notre pays qui est occupée ou qui est contrôlée par pratiquement les forces négatives. Et moi, je pense la solution ici, je l'avais dit, ce n'est que le dialogue. Premièrement, le dialogue entre les Congolais. D'abord, les Congolais nous devons tous nous mettre autour d'une table. Essayer de poser les problèmes, de trouver les problèmes. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ce projet de la balkanisation qui est clair, qui se voit. On veut balkaniser notre pays, on veut occuper nos zones, on veut imposer la terreur dans notre sol. Et je pense, nous devons d'abord, nous, Congolais, se mettre autour d'une table. C'est d'abord important. Parce que moi, je pense ici, l'ennemi essaye pratiquement d'utiliser le Congolais. Aujourd'hui, quand on parle du M23, nous savons tous que derrière le M23, c'est le Rwanda. Mais quand on parle du M23, on nous sort un Corneille Nangaa qui est là. Corneille Nangaa qui est congolais. Oui, quand on parle du M23, nous tous, nous savons qui est derrière, c'est pratiquement le Rwanda. Mais aujourd'hui, quand on parle du M23, c'est Corneille Nangaa qui est devant. C'est Corneille Nangaa qui engage. Corneille Nangaa, c'est qui? C'est un Congolais. C'est pourquoi moi je dis, tous les Congolais, nous devons d'abord être unis. Kinshasa doivent aménager un peu une démarche dans le sens que tous Congolais, nous puissions être unis, nous puissions d'abord s'unir, nous, à l'interne, et puis comme ça, on fera face. Aujourd'hui, si les Rwandais n'avaient pas un certain Corneille Nangaa à leur actif, ils n'auront pas de choix que de mettre là à la tête un Rwandais. Alors imaginez ce que ça allait faire. Donc, ils en profitent par rapport à nos divisions, nos querelles à l'interne. Ils en profitent pratiquement pour nous neutraliser encore davantage. Et là, je pense que le retrait des troupes étrangères, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je salue cela. Je l'ai déjà dit, c'est une option que moi, j'ai toujours défendue. Toutes ces troupes étrangères-là, ils sont venus dans notre pays depuis 2 années. Ça n'a rien apporté, ça n'a rien apporté. Nos terres ont toujours été comme ça occupées. À l'est, il y a toujours l'insécurité. La situation n'est pas stable. Maintenant, il faut voir comment organiser notre armée. Parce que ici, quand Bukavu sans résistance,
Mais c'est un message, c'est un signal fort que ça ne va pas. Que ça ne va pas. Alors que nous savons que nous avons des forces armées qui doivent défendre notre intégrité, qui ont prêté serment pour défendre la terre, pour défendre le Congo. Mais quand Bukavu tombe sans résistance, c'est qu'ils doivent partir. Alors, oui. Gardi Diana, mais en 2012, lorsqu'on a défait le M23, c'était avec la SADC, hein, sur les troupes étrangères. Merci, mais je vais revenir. C'était à l'époque de Kabila. Hein? Je veux réaffirmer un élément qui paraît être une contre-vérité pour Christian Moleka. Le Rwanda n'a jamais été autant sanctionné. Je le répète pour une fois. C'est quand il revient sur 2013, les sanctions des États-Unis, notamment qui s'est limité à la suspension de l'aide militaire. Ok. C'est parmi les périodes de croissance du Rwanda. Je ne veux pas rentrer dans les considérations internes sur la faiblesse, et surtout des décisions prises autrefois, mais je pense, et je crois qu'à ces niveaux-là aussi, ce n'était pas du fait de la RDC. C'était du fait du travail de la sous-région, notamment le rapport des experts des Nations Unies sur la RDC, notamment sur le soutien du Rwanda, particulièrement dans le recrutement. C'était dans l'idée de la protection des enfants dans le champ de bataille, l'idée de soutenir l'enrôlement des enfants mineurs dans le fait des guerres. C'est vrai, les sanctions, on a toujours eu, même pas 2013, si vous retournez dans les années passées, il y a toujours eu quelques antagonismes entre le Rwanda et ses parrains. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que c'est du fait d'une orientation prise. Moi, les seuls éléments qui me réjouissent aujourd'hui, c'est que la question de la RDC, qui a toujours été secondaire, qui était loin des débats au niveau, de vrais débats au niveau de la sphère internationale, aujourd'hui, occupe une place de choix. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que, c'est vrai, il parle de changement de stratégie du Rwanda, mais moi je pense même que les plus grands bailleurs de cette guerre-là pensent aussi à changer de stratégie, particulièrement les États-Unis. Et je pense aussi que les quelques victoires d'étape qu'on récolte aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour nous, mais pour les autres. Je rappelle toujours aux gens, c'est que le rôle que Paul Kagame joue aujourd'hui, il n'est pas le premier. Et ces gens n'aiment pas se salir les mains. Aujourd'hui, il doit savoir que s'il y a un élément central catalyseur de la politique américaine au niveau de cette sous-région, c'est maintenant Ruto, c'est plus Paul Kagame. Donc, en gros, j'ai envie d'entrer encore dans les considérations de politique un peu dans l'aspect Machiavel. Le problème avec Paul Kagame, c'est que vous jouez un rôle, vous êtes un pendentif, et puis après, vous vous montrez un beaucoup trop puissant, beaucoup trop fort. Mobutu a été lâché pour les mêmes erreurs. Aujourd'hui, c'est vrai, les Congolais se contentent un peu de l'évolution. C'est vrai, Kinshasa a fait beaucoup de bruit. Diplomatiquement, Kinshasa a fait un effort d'imposer le débat congolais sur l'espace international. Ça, c'est bien. Mais c'est comme je disais ici, les questions militaires, Kinshasa est dans la posture d'une paix pacifique. Parce que si Kinshasa était dans l'option militaire, croyez-moi, on sentirait les approches préventives dans l'occupation. Parce que, naturellement, vous n'allez pas me dire que quand le M23, qui utilise la propagande des guerres, nous annonce Goma tombe 24 heures avant, et le jour d'après, Goma tombe. Bukavu, pareil. Et je pense encore qu'aujourd'hui, notre chance, notre grâce à nous, c'est que Sud Kivu n'est pas comme Goma. Bukavu n'est pas comme Goma. Bukavu est une terre des gens, je voulais utiliser un terme, mais je ne sais pas si on va le prendre bien, un peu très belliqueux. Ce qui ne se fait pas à Goma, on vous mobilise contre votre gré, on vous pousse à chanter, vous chantez calmement. À Bukavu, ce n'est pas ça. À Bukavu, oui, avec la tempe sur la tranche, vous me dites, mais je vous dis, mais moi, je ne veux pas du Rwandais. Ils sont un peu révoltés. C'est des gens révoltés naturellement. Et alors, pour moi, c'est le premier rempart. Okay. Mais je pense encore une fois de plus que diplomatiquement, c'est bien, oui. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que Kinshasa doit changer d'approche. Je sais, quand je dis à changer d'approche, ce n'est pas de manière brutale parce qu'on est sur un terrain. Kinshasa a compris. Et je comprends tout à fait la position de Kinshasa parce que on a réfléchi avec un ami récemment. Aucun de ces accords signés avec le M23 n'a duré ne serait-ce que le temps d'un mandat. Aucun. J'aime prendre le dernier accord de 2009, signé en 2009, et en 2012, 2013, il y a résurgence jusqu'à ce que Goma tombe. La question c'est comment continuerons-nous à compter sur une paix durable avec des gens qui font évoluer progressivement. C'est ce qui fait que Kinshasa veut dire qu'il faut éclaircir un peu le champ. Si on veut parler de M23, il y a déjà un antécédent. Il y a le processus d'Nairobi, continuer à s'il y a de reliquats de nos accords, revendiquer là-bas, et puis on verra ce qu'il faut faire. Mais au-delà de ça, Kinshasa est dans la posture aussi, il faut négocier.
il faut négocier avec les instigateurs directs. Si dire la le dynamique Rwanda, sous-régionale, que le Rwanda accepte sa responsabilité qui est déjà établie par tout le monde et que finalement on trouve un entente, ou à la limite, si c'est une dette coloniale comme le dit la Russie ou le disait le représentant de la Russie, et c'est mon point de vue, je le dis toujours, je pense que la question de la RDC ne trouvera plus jamais de solution au niveau de la sous-région. Voilà. Alors, La sous-région par rapport à la... mécanisme mis en place pour nous endormir, je pense que la question de la RDC, il faut remonter. Puisque la Russie nous a déjà bien expliqué que c'est un jeu de politique internationale et qu'on nous revendiquerait des choses et que ce serait une dette coloniale, eh bien, ceux qui ont colonisé, que chaque partie prenante, chaque force en présence vienne et qu'on trouve un terrain d'entente. C'était quoi la prochaine question? Vous avez même oublié. Alors, c'est par rapport à le retrait des troupes étrangères sur le sol congolais, tel que l'a dit l'ancien président. Là, vous n'avez qu'une minute. Le retrait des troupes étrangères. Oui. Joseph Kabila est dans une posture de correction d'une communication ratée. Joseph Kabila est dans l'approche réparatrice d'une orientation politique qui l'a mis en porte-à-faux avec la population, mais également avec une certaine opinion. Et donc aujourd'hui, revenir sur ça, la question c'est que posons-nous la question entre sa tribune et cette déclaration-là, qu'est-ce qui a évolué? Vous verrez que c'est la clameur publique. Ce n'est pas forcément de posture politique. Et moi, malheureusement, dans ces contextes-là, je ne pense pas qu'il pense ce qu'il dit. Et quand vous me dites à moi, un expert en communication, je pense qu'on est dans un jeu de rôle, on est dans l'opération séduction, on est dans l'affect pour pouvoir regagner un peu l'attention de gens et pour pouvoir réorienter le débat. Donc dans le fond, pour moi, si vous voulez qu'on revienne sur cette communication-là de Namibie, il se rattrape après ces tribunes pour moi qui... Bon, je veux bien me convaincre à moi que c'était une bourde communicationnelle, mais je pense que c'était une orientation politique parce que, la preuve, madame, depuis cette tribune, on a cristallisé l'attention du débat sur la question de la guerre de l'Est dans les faits internes. Pendant un certain moment, on a un peu oublié le Rwanda. On a un peu oublié le Rwanda et on a cristallisé les débats sur la question interne. Aujourd'hui, mettre à nu les responsabilités des uns et des autres, mais la question de la force étrangère, je crois que Joseph Kabila sait, connaît les dynamiques, connaît la réalité en interne. Pour moi, j'ai préféré... Voilà, on termine avec Christian Moleka. Oui, ça serait votre dernière intervention. Moi, je crois qu'il faut se poser la question, quand le président honoraire parle de force étrangère, il parle de quoi? Ou il parle de qui? C'est quand même intéressant de remarquer que c'est la deuxième fois qu'il parle, qu'il fait l'interview dans un pays de la SADC. Il l'a fait en Afrique du Sud, il l'a fait en Namibie, et donc lorsqu'il parle des forces étrangères, est-ce qu'il est en train de parler des troupes de la SADC? Parce qu'il y a un débat aujourd'hui dans l'opinion intérieure de la SADC sur leur engagement ou non au Congo après les morts qu'on a eu à Goma. On parle des 14 morts sud-africains notamment. Le Malawi a demandé les retraites de ses troupes. Est-ce que ce n'est pas une réponse à un débat d'opinion extérieure d'abord, qui est l'opinion de la SADC? Et lorsque le président Kabila parle de retrait des troupes étrangères, est-ce qu'il parle des troupes de la SADC? C'est ça déjà la question qu'il faut se poser. Si c'est dit dans la vie de la SADC... Dans la question, je pense que la réponse est peut-être non. Peut-être non. Est-ce qu'il parle des armées rwandaises ou de l'armée burundaise? C'est autre chose. Donc, il faut donner, clarifier l'orientation de son discours. Parce que s'il parle à la SADC, alors son discours s'inscrit dans une continuité de ce qu'il a dit en Afrique du Sud. À savoir, les solutions militaires ne seront pas suffisantes. Il faut une approche à la crise interne. Et cette crise interne appelle un processus de dialogue à l'intérieur. Et donc, ça s'expliquerait qu'il s'inscrit dans une continuité en parlant de retrait des forces étrangères. Mais s'il parle des armées rwandaises et burundaises, alors là, ça pourrait s'inscrire dans ce que dit Magdalena, à savoir une évolution de sa position après que les voix se soient levées pour critiquer son silence vis-à-vis notamment du Rwanda. Un élément, madame, sur l'assertion numéro 1 de Christian Moleka. Je pense que même dans sa communication, sémantiquement, il est parti sur le sous-attendu pour craindre ce qu'il a fait. Moi, je pense. Pourquoi? Parce que si l'idée était des forces étrangères, notamment la SADC et les autres, on intégrerait dans ce lot même la force de la MONUSCO, quoique en retrait progressif. Est-ce qu'il est possible de limiter les dégâts sur les forces étrangères qu'à la SADC, ou il faut prendre dans son sens intégral? Tout dépend du débat. Parce que le débat en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est faut-il maintenir ou non les troupes au Congo? Exactement. C'est ça le débat qu'il y a en Afrique du Sud. Exactement. Est-ce le même débat qu'on a en Namibie, à savoir faut-il ou non maintenir les troupes au Congo? Exactement. C'est pourquoi je vous dis, moi je pense que c'est une orientation de communication. Pourquoi? Parce que le choix sémantique est le sous-entendu. Parce que si c'était une question de forces étrangères, il s'inscrirait dans la logique de choses, et je pense que logiquement on lui dirait, écoutez, il y a eu déjà trop de casse. Maintenant, là, on va aller dans une communication assez énigmatique. Parce que je ne pense pas que Joseph Kabila, s'il veut parler des troupes étrangères,
a besoin autant de se cacher à ces niveaux-là. Et Non. pour moi, c'est dans une orientation de communication pouvoir regagner l'opinion interne d'abord. Externe peut être possible parce que le choix de la zone des déclarations, mais dans le fond, je pense qu'il est dans une opération et pouvoir corriger un peu parce qu'il faut reconnaître sa Bon, plus vous grande force, restez c'est l'opinion sur le plan internationale. communicationnel. Ça n'a rien à voir sur le fond même du problème. Non, mais ça c'est vous Corrige qui juste pensez- sa c'est- communication. C'est vous qui pensez que dans la communication, il n'y a pas de fond. La communication n'est qu'un vecteur. Ok. Un vecteur important qui révèle et qui fait des dynamiques politiques. Voilà. Moi, je crois Ok, qu'il faudrait, fini, nous peut-être avons fini. peut-être le temps nous fait défaut, mais il faudrait bien lire entre les lignes ces déclarations. Kabila est un taiseux qui parle moins, et lorsqu'il parle, ses mots sont empreints de beaucoup d'énigmes, comme il dit. Donc il faut bien lire les lignes. Il s'inscrit dans une dynamique où il parle d'un pacte Sun City, brisé, d'une logique intérieure et donc d'une solution holistique de la crise qui dépasse la solution militaire. Et donc la SADC aujourd'hui s'enferme, selon lui, dans une logique qui est essentiellement militaire vis-à-vis de la région, donc du Rwanda, sans prendre en compte la dimension interne. Et alors, à chaque fois qu'il parle, il revient tout le temps sur la logique interne comme élément holistique à la crise. Exactement. Quand il parle, malheureusement, c'est pas énigmatique. Quand il parle de pacte, Sun City, pacte brisé, il fait référence au dernier débat Oui. qui aujourd'hui qui a engagé beaucoup de frustrations politiques, question du changement de la Constitution. Effectivement. Ça, c'est pas un secret. Ah, merci à vous. Merci, confiance. Merci, Malgré madame. qu'à la dernière minute. Malgré qu'on n'a pas- pas aussi parlé de la patrouille Vraiment, la patrouille financière. financière, il n'y a pas de temps malheureusement. C'est ça, Nous allons y c'est ça, revenir ça. peut-être vendredi. Merci, Il faut juste confiance. ajouter du temps à Merci. kiosque, Jeanne. Pardon. Il faut juste ajouter, tous les autres ont fait ça. Là, il faut le Faut dire ajouter à du temps. Doudou Montiri. Hein. De Montiri. Ok. Merci Maïgardi Diana. Merci Christian Moleka. Oui. Ah, vous ajoutez 2 minutes. Il nous a Alors, 4 à 5 minutes. On va il faut finir dire de sur l'autre ça. côté là-bas. La Alors. patrouille financière. Alors, on parle de la patrouille financière où on Il dit vient de que gagner le une chef de campagne l'État, oui, décide de recourir à la patrouille financière de l'IGF pour booster, je crois, voilà, c'est pour booster la mobilisation de recettes. Alors, les gens se posent la question, qu'en est-il des patrouilles précédentes? Bon, les patrouilles précédentes ont produit quand même des effets. Si nous avons pu augmenter nos capacités à mobiliser, c'est parce que également il y avait une pression sur les régies. Il faut le reconnaître. Nous avons une capacité extractive aujourd'hui qui tourne autour de 16 milliards des recettes, des recettes budgétaires. C'est parce qu'il y a une pression sur les régies. Il faut le reconnaître. Par contre, là, je ne suis pas très d'accord sur les approches de solutions. De mon point de vue, le gouvernement aurait dû depuis très longtemps solliciter un collectif budgétaire pour changer le budget, réorienter les dépenses et mettre beaucoup plus de moyens au niveau du sécuritaire. Je crois que c'est la solution la plus classique, qui est une solution budgétaire. Le Parlement peut se réunir à n'importe quoi, proposer un collectif budgétaire. On n'a pas besoin de bricoler Des Mabonza. ou des mabonza pour trouver une solution. L'IGF s'inscrit dans le temps long, puisque les pressions de contrôle s'inscrivent pas dans les temps courts, c'est un contrôle permanent qu'il faudra prendre dans la durée et dont on pourra avoir le résultat dans 6-7 mois. Alors qu'à court terme, le gouvernement a un levier plus simple, qui est le budget, il faut un collectif budgétaire. Voilà, confiance. Parce que là, par rapport à cela, il va recourir à cela pour freiner les petits dépensiers des mandataires publics, du gouverneur de province, des acquisitions immobilières, les avantages des mandataires publics, les marchés publics, voilà. C'est un peu ça, freiner un peu les détournements, hein, si je peux dire cela. Oui, madame. Ici, je voudrais d'abord d'emblée me poser la question de savoir comment, à la prison centrale de Makala, nous avons vu des procès ici. Nous avons vu des procès de détournement, de détournement dans notre pays ici. Mais si vous partez à Makala, je dirais presque tous les présumés détourneurs sont dehors. Ils ne sont plus là-dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Des énormes dépenses, les institutions prennent beaucoup d'argent. Ils prennent beaucoup d'argent, ils dépensent beaucoup d'argent, alors qu'on a parlé tout à l'heure. Au front là, il y a un problème. On sent que même là, au niveau de l'armée, c'est vrai que le moyen qui sont peut-être mis à la disposition de l'armée n'est pas suffisant. Maintenant, moi, je pense ici, il faudrait renforcer pratiquement la patrouille. Mais tous ces députés-là, qu'est-ce qu'ils font eux aussi? Tous ces députés-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont censés pratiquement contrôler. Ils sont censés contrôler dans le cadre du contrôle parlementaire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, je pense, ça fait plus d'une année qu'ils sont là à l'Assemblée nationale, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont déjà fait en termes du contrôle parlementaire. Donc
Ça fait très mal. Ça fait très mal d'attendre de temps en temps qu'il y a des tournements par-ci, il y a des tournements par-là. Ça fait très mal pendant que la population est en train de vivre dans des situations que nous connaissons tous. Économiquement parlant, les choses ne vont pas, les choses ne marchent pas bien. À Kinshasa, la situation se détériore le jour. Les travailleurs n'arrivent pas à subvenir de leurs besoins. Donc moi je pense ici, il faudrait que la patrouille financière, on renforce encore beaucoup plus la patrouille financière, mais il faut voir aussi l'appareil judiciaire parce que l'IGF n'arrête pas. L'IGF c'est limite seulement au niveau du rapport. Au niveau de la justice, là, ça pose aussi un sérieux problème. Alors, Diada, Confiance n'a-t-il pas raison aussi de s'interroger sur tous ces condamnés qui sont aujourd'hui libres? C'est ça ce qu'il veut dire. Et même l'argent ne revient pas. Hein. La question est symptomatique à la réalité de l'appareil judiciaire. Il faut le dire, ça, c'est pas de la responsabilité du contrôle de l'IGF d'abord, mais en aval, la judiciarisation des faits des détournements. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Vous verrez qu'après, il y a eu un débat, est-ce qu'il faut un parquet financier? Question de spécifier, encore aller dans la spécification de ces faits. Je ne veux pas rentrer dans ces débats-là, mais je pense qu'à la limite, près, je reviendrai sur une logique essentielle. L'IGF a toujours fait son travail. Il faut reconnaître que l'IGF a exercé une forme de pression sur les institutions dans son ensemble et qu'aujourd'hui, il y a quand même un regard de l'État sur les dépenses publiques. Mais dans le fond, c'est comme je dis, bon, j'ai passé mon temps à dire ça, heureusement que Christian y revient, mais moi je pense que la meilleure des choses à faire maintenant, c'est, même quand on nous dit qu'il faut des efforts de guerre, il faut collecter l'argent, le problème c'est que c'est quoi le target? Vous ne pouvez pas vouloir collecter sans nous dire exactement quelle est la somme voulue et recherchée. C'est quoi le danger? L'intrigue. Vous avez près de 90% de portefeuilles de l'État qui sont dans des contextes déficitaires. Mais qui, en l'espace d'un mois, vous trouvent $1 million, 1,5 million. 25 millions, c'est 200. Non, 25 millions, c'est le package ensemble. Je fais référence d'abord au 1 million de GFREM. Et allez-y. Maintenant, la question, c'est quand vous rentrez, une société qui a une dette sociale importante arrive comme ça au bout d'un mois de collecter 1 million et de mettre dans les efforts de guerre. Vous savez, dans le contexte, dans l'affect, ça peut paraître une solution, une panacée, une solution convenable, mais après on tue la République. La question c'est que, et puis le comble, est-ce qu'on fait intervenir l'IGF après? Combien les sociétés ont décaissé? Ils ont reversé 1 million. Oui, mais vérifions la traçabilité. Parce que c'est une mine d'or pour la mentalité prédatrice de Congolais qui gèrent la plupart des portefeuilles. Et surtout quand on connaît celui qui gère ce secteur-là, c'est pas aussi un enfant de cœur. Bon, je veux fermer vite cette parenthèse-là. Donc en gros, on est dans une forme de nébuleuse qui ne dit pas son nom. Le collectif budgétaire, j'en ai dit plusieurs fois. Maman, dans le collectif budgétaire, on nous parle de réduction des trains de vie. Jusqu'aujourd'hui, l'État ne sait pas s'y fixer. Parce que retournez dans vos notes de la conférence budgétaire pour voir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Quand vous laissez à chaque ministre sectoriel de vous dire là où il faut couper, là où il ne faut pas couper, on passera 2 années. Pourtant, l'année passée, on a dépensé 1,7 milliard de dollars américains comme ressources de fonds secrets des institutions. Aujourd'hui, il est prévu à hauteur de 1,3 milliard. Rien que ça, ça double le budget de la défense. Et pire encore, l'exécutif qui collecte de l'argent pour aller assister l'armée. L'État aide l'État. Vous savez, on est dans un contexte de guerre, il faut éviter ce qui peut paraître très ridicule. Il faut quitter l'aspect symbolisme. Le symbolique n'est pas forcément un élément vendeur, n'est pas forcément un élément... Le symbolisme peut traduire aussi des faiblesses et de mentalités aberrantes dans l'exercice public. Donc pour moi, l'ensemble de ces histoires-là répond au fait qu'on connaît les voies régaliennes, on connaît ce qu'on a à faire, mais on n'est pas capable. On nous parle des restrictions des trains de vie, on n'est pas capable de rester dans nos propres vies et finalement on trouve d'autres voies détournées. Et ça, malheureusement, dans ces contextes de guerre, c'est vrai. On se dira, écoutez, l'État, il faut soutenir l'État, mais quand c'est mal, c'est mal. Le mal est mal, peu importe d'où ça vient et qui le commet. Donc, en gros, ici, la vérité, c'est qu'on veut mettre l'IGF dans une nébuleuse qui, pour moi, risquerait encore de mettre l'inspecteur chef de service en porte-à-faux avec d'autres institutions parce que dans ces contextes-ci de crise, il y a des dépenses en urgence qu'il faut faire. Or, on connaît que quand l'IGF, vous les mettez a priori, il est possible que beaucoup des dépenses, la qualité de la dépense soit affectée. Mais est-ce que la question, c'est qu'il faut ajouter à la crise sécuritaire une crise sociale et une crise économique? Je
Je pense pas. Et moi, je pense qu'il faut laisser l'IGF faire son travail. Il le fait déjà convenablement. C'est bien de pouvoir mettre l'IGF pour suivre. Moi, je sais que dans certaines institutions, le contrôle de l'IGF est permanent. Moi, je viens de l'EPC où il y avait toujours un contrôle en permanence, même si de temps en temps, ça tirait à gauche, à droite. Donc, en gros, pour moi, ici, on connaît les solutions, on refuse de voir les évidences. Et on préfère trouver ce que moi j'appelle des parades. Et on est beaucoup trop dans les symbolismes. Il faudra que ça s'arrête à un moment donné. Soyons cohérents envers nous-mêmes. Voilà, merci. Le folklorisme, pas le symbolisme. Non, en fait, non, je n'ai pas voulu être méchant. Je préfère parler du symbolisme parce que pour eux, dans l'image, c'est on veut soutenir les autres, faites comme nous. On prêche par l'exemple. Nous, on contribue, vous aussi faites de même. Non, c'est de le monde, on n'est pas une église, les âmes bon athées. Voilà, merci, le moyen merci. de pouvoir aller soutenir le FARDC, on en a suffisamment. Le chef de l'État a parlé, il a dit, il faut ramener un militaire à $500. Maintenant, ils sont en train de chercher comment concrétiser cette parole-là. Normalement, ça devrait se faire en amont, pas en aval. Merci, merci Mère Diana. Merci à vous. Merci Confiance Kiaouete. Merci. Merci Christian Moleka. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Monteri. Je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.